Bonjour à tous et bienvenue dans la série numéro 17. Allez, je vous laisse prendre un papier, un crayon. N'oubliez pas de bien noter toutes vos erreurs pour les revoir après. Si vous avez besoin de regarder une deuxième fois la vidéo, rien ne vous empêche de la regarder en vitesse rapide, n'hésitez pas. Allez, c'est parti pour la série numéro 17. Il n'y a personne dans le miroir. Pour aller tout droit, je peux m'engager en toute sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer dans cette intersection? Là, on nous dit qu'on veut aller tout droit. Est-ce que je peux m'engager en toute sécurité, sachant qu'il n'y a personne dans le miroir? Alors, si je vais tout droit, déjà dans un premier temps, je vais laisser la priorité à droite, parce qu'ils n'ont pas de stop, pas de céder le passage. D'ailleurs, hein, vous avez vu, j'ai le droit d'aller tout droit, hein, parce que c'est interdit, mais uniquement pour le transport de marchandises de plus de 5 tonnes 5. Donc, ce panneau d'interdiction ne me concerne pas, d'accord? Donc, vous laissez pas perturber par cette signalisation. Ensuite, c'est pas parce que je ne vois rien dans le miroir que je peux traverser en toute sécurité. La vision dans un miroir est très déformée et on a une mauvaise idée des distances et des vitesses d'approche. Et des fois, on voit pas très bien non plus. On a même du mal à voir si un véhicule arrive. Donc, vous allez toujours vérifier par vous-même en vision directe, en regardant vous-même sur la droite, pour voir si vous pouvez traverser cette intersection. D'accord? Donc là, est-ce que je peux m'engager en toute sécurité? Non, réponse B. Question 2. J'ai le permis depuis 6 mois. Il sera annulé en cas de contrôle positif. Un test de dépistage d'alcool? Oui, réponse A. Non, réponse B. Un test de dépistage de stupéfiants? Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, j'ai le permis depuis 6 mois. Ça veut dire que je suis jeune conducteur. Si je suis jeune conducteur, ma limite, elle est à 0,2 g par litre de sang. Je perds tout de suite mes 6 points sur mon permis de conduire. Comme je suis jeune conducteur et que je n'ai que 6 mois de permis, je démarre avec 6 points déjà. Donc, ce qui veut dire que si on m'en enlève 6, je n'ai plus rien. D'accord? Et dans ce cas-là, mon permis est annulé. Donc, en cas de dépistage d'alcool, mon permis sera annulé si je suis jeune conducteur. Et ce sera la même chose pour le dépistage de stupéfiants. Ce sera aussi annulé. Donc là, c'était réponse A et C. Question 3. Pour aller à Bruxelles, je vais utiliser une sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une bifurcation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il y a plusieurs choses qui vous disent que c'est une bifurcation. Avec ce panneau-là, là, il est bleu, hein, c'est qu'on est sur l'autoroute. Vous avez confirmation ici aussi, vous avez vu, on est sur l'autoroute. Et là aussi, on est sur l'autoroute, si on prend Bruxelles, d'accord? Les panneaux sont bleus. Tout nous confirme que nous sommes sur l'autoroute. Donc, si je vais à Bruxelles, je vais rester sur l'autoroute. Si je reste sur l'autoroute, c'est une bifurcation. Si je sors de l'autoroute, ça sera une sortie, d'accord? Là, je vais donc emprunter une bifurcation. Donc, c'était réponse B et C. Question 4. Dans cette situation, je reste où je suis, réponse A. Je serre le bord gauche de ma voie, réponse B. Je change de voie, réponse C.
Alors, ce que vous voyez ici, là, on est sur la bande d'arrêt d'urgence. Ici, il y a des véhicules, d'accord? Donc là, ça s'appelle un corridor de sécurité. On doit laisser un espace minimum entre ceux qui sont sur la bande d'arrêt d'urgence et ceux qui circulent. Si possible, on s'écarte. Si on ne peut pas s'écarter, on va essayer de se rapprocher le maximum des pointillés là qui sont ici, d'accord? Donc là, on va observer, est-ce que je peux m'écarter? Regardez dans le rétroviseur, vous avez déjà un poids lourd qui se trouve déjà sur la voie de gauche. Donc, je ne vais pas pouvoir m'écarter. Donc, il me reste une seule solution, c'est que je serre le bord gauche de ma voie. Donc là, c'était réponse B. Question 5. Mon médecin me déconseille de conduire pendant la prise de ce médicament. Si je décide de réduire la dose prescrite, je pourrais conduire sans risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, là vous avez vu, on est en niveau 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être très prudent et ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé, c'est-à-dire votre médecin. Et là, votre médecin vous déconseille de prendre ce médicament. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des principes actifs qui vont perturber votre attention, qui auront tendance à vous endormir et vous n'aurez pas forcément un esprit d'analyse qui sera au top. Donc c'est pour ça que et un temps de réaction aussi, qui sera pas non plus super. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas conduire. Si vous réduisez la dose prescrite, comme c'est écrit ici, vous allez moins bien vous soigner, donc vous allez être malade. Donc quand on est malade, on n'est pas attentif non plus. Et malgré tout, il y aura toujours des principes actifs dans ce médicament-là, donc il ne faut quand même pas conduire. Donc réponse B. Question 6. Dans toutes les voitures, la commande des feux de détresse se situe au même endroit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, c'est vrai que la commande des feux de détresse, souvent, elle est à peu près dans la même zone, mais pas toujours. Souvent, elle se trouve entre le conducteur et le passager, à peu près à hauteur de votre autoradio, mais ça peut être au-dessus de votre autoradio, en dessous de votre autoradio, ou même un peu plus bas, presque au niveau du levier de vitesse. Et vous avez même certains feux de détresse qui sont juste derrière le volant. Donc là, c'est plus du tout au même endroit. Donc, c'était réponse B. Question 7. En utilisant le GPS, il est possible de réduire la distance parcourue. Oui, réponse A. Non, réponse B. De réduire le temps de parcours. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, le GPS, il nous permet de faire plein de choses. Il nous permet de choisir le trajet le plus rapide. Il nous permet aussi de choisir le trajet le plus économique, mais il nous permet aussi de choisir le trajet le plus court, ce que je vous conseille pas forcément dans la réalité, parce qu'il est possible qu'il vous fasse passer par des toutes petites routes et vous allez augmenter votre temps si vous choisissez la distance la plus courte. Est-ce qu'il permet de réduire le temps de parcours? Alors oui aussi, surtout quand il y a le trafic info qui là vous dit qu'il y a des bouchons ou un accident et pour éviter de rester bloqué pendant plusieurs minutes, voire des heures des fois même, il va vous proposer un autre trajet qui sera plus court en temps et donc là vous allez vraiment apprécier ça. Donc là c'était réponse A et C. Question 8. Les voitures possèdent obligatoirement une roue de secours. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vérifie régulièrement la pression de cette roue. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Là, vous devez faire attention au mot obligatoirement. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir une roue de secours dans votre véhicule? Non, la roue de secours n'est pas obligatoire. C'est fortement recommandé, bien évidemment, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez même avoir une bombe anti-crevaison en remplacement, d'accord? Je vous conseille pas non plus, hein, l'idéal c'est une roue de secours. Alors, est-ce que je vérifie régulièrement la pression de cette roue? Oui, parce que alors là, si votre pneu est dégonflé et que vous avez besoin justement de remplacer votre pneu crevé et que ce pneu-là, de roue de secours, est dégonflé, je vois pas l'intérêt d'avoir un pneu qui n'est pas en état de rouler. Ça ne vous avancera à rien. Il faut vérifier régulièrement parce que même si ce pneu ne roule pas, il subit les variations de température et puis un pneu, c'est pas tout à fait imperméable. Il y a quand même un peu d'air qui passe et donc il y a une perte d'air. Donc il faut régulièrement vérifier ce pneu-là en même temps que les autres finalement. Donc réponse B et C. Question 9. Je prête davantage attention au côté droit, réponse A, au côté gauche, réponse B. Alors qu'est-ce qui se passe? On arrive sur un feu rouge. Les véhicules en face, est-ce que ils sont dangereux, particulièrement dangereux? Non, ils circulent dans leur voie. Il n'y a pas de danger sur le trottoir qui fait qu'ils pourraient s'écarter là, du moins on voit rien. Par contre là, il y a un danger important. C'est que lui, il a mis son clignotant, d'accord, et il regarde, vous voyez, dans le rétroviseur pour voir s'il peut s'engager. Il est tellement concentré dans son rétroviseur que est-ce qu'il m'a vu? Est-ce qu'il va pas avancer encore de quelques centimètres pour voir un peu mieux? On ne sait pas. Surtout qu'en plus, ses roues sont orientées vers ma voie. Donc s'il bouge un tout petit peu, il sera tout de suite dans ma voie. Et là, c'est le risque d'accident. Donc là, je prête davantage attention au côté droit. Question 10. Le stationnement sur ces deux emplacements sont gratuits, réponse A, payants, réponse B, à durée limitée, réponse C. Alors, vous avez vu, le marquage au sol est de couleur bleue. Quand c'est de couleur bleue, c'est qu'on est dans un stationnement où c'est gratuit, mais que c'est aussi quand même à durée limitée. C'est-à-dire que vous devez mettre un disque de stationnement, vous y mettrez votre heure d'arrivée et vous aurez de l'autre côté votre heure de départ. En règle générale, c'est limité à 1h30. Dans les agglomérations, c'est souvent ça. Donc là, est-ce que c'est gratuit? Oui, réponse A. Est-ce que c'est à durée limitée? Oui, réponse C. A et C. Question 11. Je m'engage? Réponse A. Ou j'attends? Réponse B. Alors, ici on est en agglomération, donc on doit laisser un intervalle de 1 mètre si on veut dépasser, d'accord? Là, le passage à niveau est ouvert, donc je pourrais dépasser si je le souhaite. Mais là, le problème, c'est que si je fais mes 1 mètre de distance de sécurité, je vais être trop proche de ce piéton-là. Je ne pourrai pas non plus respecter les 1 mètre de sécurité. Donc là, j'attends, je reste derrière et j'attends qu'il y ait un meilleur moment pour effectuer mon dépassement. Donc c'est réponse B. Question 12. Suite au contrôle technique, une vignette figure obligatoirement sur le pare-brise. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous avez encore une fois la question qui dit obligatoirement. Donc, est-ce que je suis obligée de mettre une vignette une fois que j'ai fait mon contrôle technique? Oui,
c'est obligatoire. C'est la preuve que vous avez bien effectué votre contrôle technique. En cas de contrôle, il doit absolument être visible. Donc c'était réponse A. Question 13. Cette conductrice titulaire d'un permis probatoire risque la confiscation du téléphone. Réponse A. Une obligation de stage. Réponse B. Un retrait de points. Réponse C. Une amende. Réponse D. On ne risque pas la confiscation du téléphone, mais on risque un retrait de points avec une amende. Et donc, on risque une obligation de stage aussi. Donc, c'est réponses B, C et D. Question 14. Je peux être verbalisé si ma voiture fait trop de bruit. Le jour, oui, réponse A, non, réponse B. La nuit, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, la réglementation sur le bruit émis par les pots d'échappement, elle est la même que ce soit de jour comme de nuit. On ne doit pas dépasser un certain seuil, d'accord? Donc là, je peux être verbalisé le jour, oui, réponse A, et la nuit aussi, réponse C, donc A et C. Question 15. Sur la prochaine aire de repos, je pourrais retirer de l'argent, réponse A, prendre un café, réponse B, faire le plein de carburant, réponse C. Manger au restaurant, réponse D. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce panneau-là. Donc on sait qu'on est sur l'autoroute parce que c'est un aire de repos qui est en bleu, donc c'est l'autoroute. Il sera dans 300 mètres. On sait que dans 300 mètres, on va avoir de quoi faire le plein, on va pouvoir prendre un café, on va pouvoir retirer de l'argent et on va aussi retrouver des produits régionaux. On sait que la station essence, j'en retrouverai une si je la prends pas dans 300 mètres, j'en retrouverai une dans 27 km. Pareil pour le café. Pour un retrait de carte bancaire, je retrouverai ça dans un aire de repos qui sera dans 9 km. Et puis pour les produits régionaux, ça sera dans 27 km. D'accord? Donc là, dans 300 mètres, je vais bien rencontrer ces 4 panneaux-là, je vais bien rencontrer ces 4 situations-là. Donc je vais pouvoir retirer de l'argent, réponse A, prendre un café, réponse B, faire le plat de carburant, réponse C. Manger au restaurant, non, on ne nous propose pas de restaurant, c'est juste des produits régionaux à vendre, mais ce n'est pas un restaurant. Donc réponse A, B et C. Question 16. La commande du clignotant est la manette à gauche du volant. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors pour les clignotants, il y a plein de commandes qui sont pas toujours au même endroit. Mais là, pour les clignotants, c'est toujours la commande de gauche. Quand vous la remontez vers le haut, vous mettez le clignotant à droite. Quand vous descendez votre commande, vous mettez le clignotant à gauche. Ça sera toujours ça. Comme l'appel de phare, ça sera toujours attirer votre manette, mais toujours la manette de gauche. La manette de droite sera pour les essuie-glaces. À retenir, ça c'est normalisé, vous le retrouverez dans toutes les voitures. Donc c'était réponse A. Question 17. Je m'engage immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, je vais m'engager sur une voie rapide qui comporte 2 voies dans mon sens de circulation. Si on regarde dans le rétroviseur, il semble qu'il n'y ait personne sur la gauche. Dans la réalité, il faudra compléter avec votre rétro gauche et votre angle mort en vision directe. Là, il semble qu'il n'y ait personne. J'ai fait à peu près plus de la moitié de ma voie d'insertion. Si vous observez bien, dans votre rétroviseur, là, il y a une grande distance déjà de parcouru et il ne reste plus beaucoup devant. Si je continue à accélérer et à avancer, je vais me retrouver trop près de ce poids lourd-là, ce qui deviendrait dangereux. Les distances de sécurité ne seraient plus bonnes du tout. Donc là, je vais m'engager immédiatement, et si j'ai la possibilité même, je vais peut-être même pouvoir envisager d'effectuer un dépassement avec ce poids lourd. Donc là, c'était réponse A. Question 18. Dans cette rue, peuvent circuler dans les 2 sens les vélos? Réponse A. Les cyclomoteurs? Réponse B. Les motos? Réponse C. Les autos? Réponse D. Alors vous avez vu là, il y a un panneau qui nous dit double sens cyclable. Ça veut dire qu'il s'agit d'une voie de circulation qui a double sens, dont un sens qui est réservé exclusivement ça veut dire uniquement, rien que pour les cyclistes. Là, ce marquage-là, avec les flèches qui sont au sol, c'est réservé pour les cyclistes. Ils peuvent circuler dans ce sens de circulation, c'est-à-dire vers moi. Mais si j'ai un cycliste qui est ici, il peut aussi circuler dans cette voie-là, comme tous les autres usagers de la route. Il n'y a pas d'interdiction. Les vélos peuvent aussi, dans ce sens-là, circuler dans cette voie-là. Donc, c'est réponse A. Question 19. Sur autoroute, la première cause d'accident est l'alcool, réponse A, la vitesse, réponse B, la somnolence, réponse C, le non-respect des intervalles de sécurité, réponse D. Alors l'autoroute, c'est quand même le moyen de transport le plus sûr. Mais malgré tout, c'est que ça reste monotone et ça favorise l'endormissement. C'est pour ça que c'est conseillé d'ailleurs de vous reposer toutes les 2 heures. Ça, vous devez le savoir par cœur. Résultat, c'est la première cause d'accident sur autoroute. Ça représente à peu près entre 18 et 23% des accidents, c'est-à-dire un accident sur 4 quand même. Donc c'était bien la somnolence, réponse C. Question 20. Lorsque les feux diurnes fonctionnent, les feux rouges arrière sont allumés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, les feux diurnes, vous savez, c'est les petits feux qu'on voit le jour. Ils permettent de voir la voiture mieux. C'est l'intérêt, de mieux les voir la journée. Comment ils fonctionnent? En fait, ils s'allument automatiquement quand je vais démarrer, quand je vais mettre le contact de ma voiture. Dès que je vais mettre en route ma voiture, les feux diurnes vont s'enclencher. Je n'ai rien à faire, ça se fait automatiquement. Par contre, dès que je vais enclencher, par exemple, mes feux de croisement ou mes feux de route, là, les feux diurnes vont s'éteindre parce qu'ils vont laisser la place aux autres feux. Quand les feux diurnes s'allument, les feux à l'arrière ne s'allument pas. Les feux à l'arrière s'allumeront uniquement lorsque je vais enclencher mes feux moi-même, c'est-à-dire mes feux de position, mes feux de croisement, mes feux de route, etc. Donc là, les feux rouges à l'arrière ne sont pas allumés. Réponse B. Question 21. En cas d'éblouissement, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'allume les feux de route. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, là on me dit en cas d'éblouissement. Donc si je suis ébloui, c'est que je ne vois pas bien la route. Je ne vois pas ce qui se passe, donc je ne peux pas anticiper. S'il y a un deux roues sur le bord de la route, là, qui roule lentement, je ne pourrai pas le voir et je risque de le percuter. C'est pour ça qu'il faut ralentir. Donc déjà, dans un premier temps, c'était la réponse A. Ensuite, est-ce que j'allume les feux de route? Attention à ne pas confondre faire un appel de feu et allumer les feux de route. Quand j'allume les feux de route, c'est que je les enclenche pour plusieurs secondes. Et ça va éblouir celui d'en face. C'est vrai que 2 éblouis, ça va être encore plus dangereux. Donc, il ne faut pas le faire. C'est un appel de feu de route, vous pouvez faire. Hein, c'est vous allumez quelques microsecondes et vous éteignez. Vous faites ça plusieurs fois. Vous faites clignoter vos feux de route, en fait. Ça évitera d'éblouir la personne d'en face, mais ça vous permet de communiquer avec elle en lui disant qu'elle a oublié d'éteindre ses feux de route. Mais là, il faut surtout pas les allumer. Donc, réponse A et D. Question 22. J'accélère toujours fortement pour m'insérer sur l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, là nous sommes sur une voie d'insertion. Parce que là c'est un axe rapide, vous avez vu, il y a 3 voies ensuite dans mon sens de circulation. Quand je vais arriver sur une voie d'insertion, en règle générale, le but c'est d'avoir toujours la même allure que les autres véhicules. C'est pour ça qu'on a tendance à l'appeler, à tort d'ailleurs, la voie d'accélération. Mais des fois il ne faudra pas accélérer. Si ici vous avez un bouchon, avec énormément de trafic et que ça roule à 10 km/h ou 20 km/h. Vous n'allez pas accélérer fortement, ça serait même dangereux. Donc en fonction de la situation, il ne faudra pas accélérer fortement. Pareil, si vous avez un poids lourd qui est juste ici, par exemple là vous avez la voiture rouge et à ce niveau-là vous avez un poids lourd, vous n'allez pas décider de passer devant le poids lourd, parce qu'en plus de ça, il y a encore un autre véhicule devant, c'est pas possible. Vous allez donc passer derrière. Et si la voie d'insertion, déjà, là, il n'y avait pas un gros virage derrière, vous allez déjà arriver à une bonne allure dans cette voie d'insertion. Vous arriverez peut-être même dès le début à la même allure que ce poids lourd. Et là, vous n'allez pas non plus accélérer, mais vous allez rester derrière. Je prends un peu le temps de vous expliquer tout ça, parce que ça vous sera utile pour la conduite plus tard. D'accord ? Là, vous avez vu d'ailleurs, on est déjà à 100 km/h. Je ne vais pas accélérer fortement pour m'insérer, parce que j'ai déjà quasiment la bonne allure pour m'insérer. Donc c'était bien réponse B. Question 23. J'entre dans une zone 30, réponse A. Une zone de rencontre, réponse B. La vitesse est limitée. Dans cette rue seulement, réponse C. Dans tout le quartier, réponse D. On a le panneau limitation 30 km/h qui est dans un grand rectangle où il y a écrit zone. Donc ça veut dire qu'on est dans une zone 30. Une zone 30, ça veut dire que c'est cette rue-là, mais c'est aussi la rue de droite et puis les rues qui sont peut-être perpendiculaires aussi, jusqu'à ce qu'on rencontre le panneau fin de zone. C'est mis pour tout un quartier. Donc j'entre dans une zone 30, oui, réponse A. Est-ce que la vitesse est limitée dans cette rue seulement ou dans tout le quartier ? C'est dans tout le quartier. Donc c'était réponse A et D. Question 24. Pour assurer la sécurité, je klaxonne. Réponse A. Je fais clignoter les feux stop. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Je fais un appel lumineux. Réponse D. Alors, j'avais pris le temps d'expliquer un petit peu cette situation dans une série précédente. On va voir si c'est bon pour vous. Alors, là, on peut voir qu'il y a un chat sur le trottoir de droite et il regarde l'enfant. L'enfant regarde le chat aussi, vous avez vu. Mais que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont traverser? On ne sait pas. Donc là, c'est un danger immédiat.
imminent. Si je klaxonne, je risque de faire peur au chat et il risque de se mettre à traverser n'importe comment et là la situation va pas s'améliorer. Si je fais un appel lumineux, il ne me regarde pas et puis ça m'étonnerait que l'enfant comprenne le message. Peut-être que l'enfant va se dire ah c'est bon, il m'a vu, je peux aller chercher mon chat. On sait pas, et puis le chat lui il va pas comprendre ce que veut dire un appel lumineux. Donc déjà pour la A et la D, on oublie. Ensuite, est-ce que je fais clignoter les feux stop? Si on regarde dans le rétroviseur, on voit qu'il y a un véhicule qui est assez proche et moi je vais ralentir, d'accord? Parce que là c'est un danger. Donc je vais prévenir celui de derrière que je vais ralentir. Donc c'est bien de faire clignoter les feux stop, donc vous faites des petits appuis sur la pédale pour prévenir que vous allez certainement vous arrêter si les enfants traversent. Donc c'était réponse B et C. Question 25. Ma vision risque d'être perturbée. À l'entrée du tunnel, oui, réponse A, non, réponse B. À la sortie du tunnel, oui, réponse C, non, réponse D. Dès qu'il y a une modification de luminosité brutale, l'œil est vite perturbé. Et on voit beaucoup moins bien. Alors la modification de visibilité, ça peut se faire soit quand on est dans un endroit très lumineux et on passe à un endroit très sombre, mais aussi l'inverse, quand on est dans un endroit très sombre, à la sortie du tunnel où on va arriver sur un endroit lumineux. Donc le risque, il est vraiment présent, aussi bien à l'entrée qu'à la sortie du tunnel. Donc c'était réponse A et C. Question 26. Cette installation présente un risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, en cas de choc, la vitesse de l'airbag, elle se déploie à une vitesse qui est hyper rapide. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 30 millisecondes. 30 millisecondes, vous n'avez pas le temps de vous en rendre compte qu'il est déjà ouvert et gonflé. Ça, c'est pour amortir le choc, c'est-à-dire que le but, c'est que l'airbag soit déjà gonflé avant que vous, votre tête, n'arrive dessus. Pour éviter d'avoir justement l'airbag qui se gonfle au moment où vous arrivez dessus. Là, ça serait très dangereux, vous prendriez une claque énorme. Si vous posez vos jambes comme ça ici, vous allez subir le gonflement de l'airbag qui va vous ramener brutalement les jambes vers votre tête, souvent votre tête, et là, ou vos organes internes, et là, vous allez subir des blessures qui sont très graves. Donc, oui, c'est un risque d'être installé comme ça. Donc, c'était réponse A. Question 27. Ce conducteur peut circuler en toute sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si vous observez bien, il manque un feu. Et le fait qu'il manque un feu, ça peut être dangereux pour deux choses. C'est que déjà, ça n'éclaire pas assez bien la route, mais qu'ensuite, on risque de vous confondre avec une moto. Donc, ça peut être dangereux. Donc, c'était réponse B. Question 28. L'autopartage comprend les frais d'entretien, réponse A, de carburant, réponse B, d'assurance, réponse C, de péage, réponse D. Comment ça marche l'autopartage? Lorsque vous prenez un véhicule en autopartage, avant de rouler, vous devez répondre à des questions sur le boîtier connecté que vous avez, qui appartient à la voiture, et on vous demande l'état du véhicule.
Ensuite, vous tapez votre code privé pour pouvoir démarrer le véhicule. Et vous avez aussi, à l'intérieur du véhicule, une carte pour faire le plein, parce que c'est pris en charge justement par la société de location. Alors, qu'est-ce qu'elle prend en charge, la société de location? Elle prend en charge l'entretien, le carburant et l'assurance. Donc, c'était réponse A, B et C. Question 29. J'ai raison de me rapprocher avant de dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, on a le droit de dépasser, hein. Le marquage au sol nous autorise à dépasser. Mais par contre, plus je me rapproche du tracteur pour le dépasser, moins j'aurai la visibilité en face. Là, je vois de moins en moins bien si je m'approche, parce que là, ce véhicule-là, il est volumineux, il me cache de la visibilité. Par contre, si je reste en retrait, donc un peu plus en arrière, bah là, j'aurai une meilleure visibilité pour voir ce qui se passe en face et pour estimer si j'ai le temps de dépasser ou pas. Et en plus de ça, j'aurai des distances de sécurité par rapport à ce tracteur-là. Donc, ça a plein d'intérêt de garder mes distances. Donc, j'ai raison de m'approcher avant de dépasser. Non, réponse B. Question 30. Toutes les boîtes de vitesse ont la même grille. Oui, réponse A. Non, réponse B. Certaines voitures ont 6 vitesses. Là, il y a 5 vitesses. Donc, quand il y a 6 vitesses, la 6e, elle se trouve ici. D'accord? Ensuite, des fois, la marche arrière, elle est là. Mais des fois, elle va être sur le côté ici. Ou d'autres fois, elle va être de ce côté-là, en bas ou en haut. Ça dépend des boîtes de vitesse. Donc, elles sont pas toutes pareilles. Donc, c'était réponse B. Question 31. Pour croiser ce piéton, je respecte un intervalle minimum de 2 mètres, réponse A, 1,50 m, réponse B, 1 mètre, réponse C, 0,50 m, réponse D. Ça, c'est une règle de base que vous devez absolument connaître et ne jamais faire d'erreur là-dessus. Quand vous êtes hors agglomération, l'intervalle minimum est de 1,50 m. Et quand vous êtes en agglomération, le minimum, c'est 1 mètre. Donc ici, nous sommes hors agglomération, donc c'était réponse B. Question 32. Je suis jeune conducteur et j'ai peur. Je dépasse, réponse A. Je renonce à dépasser, réponse B. J'augmente la distance de sécurité, réponse C. Je mets les feux de détresse, réponse D. C'est vrai que quand on est jeune conducteur, on a très vite assez peur. Là, il y a beaucoup de trafic. Vous avez vu le sol, là, il est bien verglacé. D'ailleurs, on est en vigilance orange, neige, verglas. Donc ça, ce sont des situations qui sont pas évidentes. Si j'ai peur, je dois m'écouter. Ça veut dire que je pense ne pas avoir les capacités pour bien réagir dans ces conditions-là. Dans ce cas-là, évidemment, je vais renoncer à dépasser. Et puis je vais augmenter les distances de sécurité. Comme ça me laissera plus de temps pour voir ce qui se passe, comprendre ce qui se passe, et puis réfléchir à ce que je dois faire. Donc c'est réponse B et C. Question 33. Pour parcourir les derniers kilomètres malgré la fatigue, je ferais mieux d'ouvrir la fenêtre, réponse A, de rouler plus rapidement, réponse B, de faire une pause, réponse C, de monter le son de la radio, réponse D.
Quand l'organisme est fatigué, c'est que l'organisme il ne peut plus lutter. Alors la seule solution, c'est de faire une pause. Comme ça permet à l'organisme de récupérer. Parce que sinon, vous risquez d'entrer dans des phases de micro-sommeil, c'est-à-dire que vous endormez, vous en rendez même pas compte. D'ailleurs, c'est conseillé de faire une pause au moins toutes les 2 heures pendant 15 minutes. Ça, c'est pareil, vous devez le savoir absolument. Donc c'était réponse C. Question 34. Un incendie se déclare. Il est préférable d'attendre des secours. Réponse A. De sortir les blessés. Réponse B. En règle générale, quand il y a un accident, je ne dois pas bouger les blessés, sauf si ce blessé est en danger. Là, la voiture prend feu, donc il est vraiment en danger, il faut le sortir immédiatement. D'accord? Donc là, c'était réponse B. Question 35. Certains régulateurs de vitesse aident au maintien des espaces de sécurité avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les éléments de sécurité, ça évolue très vite dans les voitures. Maintenant, ils sont capables, en effet, de faire ça, et ça sera quasiment dans toutes les nouvelles voitures prochainement. Que ce soit haut de gamme ou bas de gamme, ce sont des éléments de sécurité qu'on a tendance à intégrer le plus souvent. Donc, en effet, certains régulateurs en sont équipés. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de programmer une vitesse à maintenir, et puis la distance est suivie. Et du coup, quand le système détecte un véhicule qui roule plus lentement que vous devant, il va faire ralentir votre voiture pour maintenir une distance de sécurité entre votre voiture et celle de devant. Et puis dès que l'espace redevient libre, donc suffisant, et là, il va faire réaccélérer votre voiture à la vitesse que vous aviez programmée au départ. Donc c'était réponse A. Question 36. Je me suis trompé de voie. Je change de voie. Réponse A. Je tourne à gauche. Réponse B. Nous sommes actuellement dans la voie qui est pour tourner à gauche. Donc j'aurais dû changer de voie plus tôt, en effet. Bon, maintenant, c'est plus possible de le faire. En plus de ça, il y a une voiture qui est dans mon rétroviseur et qui est dans cette voie-là. Donc je ne peux plus changer de direction. Donc je tourne à gauche et j'essaierai de rattraper mon itinéraire un peu plus loin. Il y a toujours des solutions, surtout en ville. Il y a tellement de rues possibles qu'il y a toujours moyen de rattraper plus loin et en toute sécurité. Donc c'était réponse B. Question 37. Je suis à bonne distance du poids lourd. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est-ce que je suis à bonne distance du poids lourd? Vous savez, normalement, il faut un intervalle de 2 secondes entre moi et celui de devant. D'accord? Ici, le marquage au sol, ça fait 3 mètres. Et ça fait 10 mètres. Donc là, on voit 2 pointillés. Donc ça fait 6 mètres. Plus les 10 mètres, ça fait 16 mètres. Et puis là, il y a encore 10 mètres de nouveau. Donc ça fait 26 mètres. D'accord? Si je roule à 80 km/h, je dois, moi, laisser un intervalle de 48 mètres, parce que je prends le chiffre des dizaines, que je vais multiplier par 6. Et donc, ça me fait 48 mètres. Donc, c'est vraiment pas suffisant, hein. Ici, il me manque presque la moitié de la distance de sécurité. Donc, c'était réponse B. Question 38. Rouler à cette allure durant 100 km permet d'économiser du carburant.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Fait perdre environ 14 minutes. Réponse C. 4 minutes. Réponse D. Alors, plus je vais rouler vite, plus ma consommation de carburant va être importante. En plus de ça, plus je vais rouler vite, plus il y aura une résistance à l'air. Et il faut savoir que la consommation de carburant va augmenter plus vite que la vitesse. Donc il y aura beaucoup plus d'écart de consommation de carburant. Si je roule entre 50 et 60 km/h, je vais consommer un petit peu plus, mais pas énormément. Par contre, si je roule à 120 et que je vais accélérer à 130 km/h, là, je vais me mettre à consommer beaucoup plus. Pour vous donner une idée, la consommation, elle est à peu près à 5 litres au 100 quand je roule à 90 km/h. Elle est à peu près à 8 litres au 100 quand je roule à 130 km/h. Donc rouler à 120 km/h au lieu de 130 km/h sur une distance de 500 km par exemple, ça vous permet d'économiser 5 litres de carburant. C'est quand même pas négligeable. Donc là, 1 litre ici puisque vous parcourez 100 km. Donc évidemment, c'est intéressant au niveau consommation de carburant. Et je ne vais perdre que 4 minutes. C'est pas énorme 4 minutes. Donc réponse A et D. Question 39. Lorsque ce voyant est allumé, il est possible d'installer un enfant dos à la route sur le siège avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. On voit ici que l'airbag est activé, il est sur on. D'ailleurs, on voit bien le dessin de l'enfant qui est dos à la route, qui est barré, ça veut dire interdiction. Quand il est activé, il faut surtout pas mettre un siège enfant qui est dos à la route, sinon quand avec la propulsion de l'airbag, vous vous rappelez, à la vitesse où il s'éclate, vous allez propulser violemment l'enfant sur le dossier du siège avant. Et là, ça va être très dangereux pour lui, il y aura des séquelles très importantes. Donc réponse B. Question 40. En plus des feux de route, je peux utiliser les feux de brouillard avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant de répondre à cette question, vous n'oubliez pas, n'hésitez pas à refaire les séries là où vous avez fait des erreurs. Ça vous permet de bien progresser, donc notez bien les questions où vous avez fait une erreur, apprenez-les et revoyez-les ensuite. Comme dans les astuces que je vous propose, vous savez, les petites astuces gratuites que je vous propose en bas en description ou en commentaire. N'hésitez pas à en profiter d'ailleurs parce que ça vous aide vraiment. Alors, ici, on circule donc de nuit, il n'y a pas d'éclairage, pas de lampadaire d'allumé, donc je peux mettre mes feux de route, parce qu'en plus de ça, il n'y a personne en face. Ça, ce sont les deux conditions pour pouvoir mettre les feux de route. En plus des feux de route, est-ce que je peux utiliser les feux de brouillard avant? Ça, vous devez le savoir et à apprendre par cœur. Donc, si vous ne savez pas, vous le notez sur une petite fiche et vous l'apprenez par cœur. Pour les feux de brouillard avant, je n'ai le droit de les mettre en complément des feux de route que en cas de route étroite et sinueuse. Ici, la route, elle n'est pas étroite du tout, elle est large et elle n'est pas sinueuse. Sinueuse, je vous rappelle, c'est quand ça tourne, quand il y a des virages. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, je ne peux pas utiliser mes feux de brouillard. Réponse B. Je vous remercie d'avoir écouté cette série, j'espère vous avoir aidé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like et un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et j'essaye de répondre à tous vos commentaires. C'est pas facile, j'en ai de plus en plus, mais j'y regarde tout le temps. Allez, je vous souhaite une bonne révision et puis bon courage à ceux qui passent l'examen prochainement.